Toujours depuis la 41e Foire nationale de Verdun, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette dernière conférence. Nous vous parlons jusqu'à dimanche avec le département de la Meuse, le Pays de Verdun, la CCI, Meuse, Haute-Marne et le Grand Verdun, de travail, d'innovation, de technologie. Et nous allons parler entrepreneuriat avec Red Palm. Bonjour. Bonjour, Je vous appelle Red Palm, Pauline. comme on veut, voilà. Très bien. Vous êtes illustratrice indépendante, C'est ça. autodidacte. On va parler donc entrepreneuriat avec vous cet après-midi. C'est vrai que vous, pour les personnes qui vous ne connaissent pas, vous avez un parcours totalement atypique. Un petit peu atypique. Alors, je vais résumer un petit peu pour faire rapidement. Du coup, moi, j'ai une formation à la base musicale. Donc, j'ai commencé à étudier la musique à partir du CE2. J'étais en horaire aménagé, donc je faisais de la musique le matin, les cours l'après-midi. J'ai tenu ça jusqu'à la première. Et puis, arrivé à la première, donc j'avais passé un examen. J'étais au conservatoire à Nancy à l'époque. Et je me suis dit, bon, j'avais envie de revenir dans une filière classique. Je suis repassée en littéraire, ça me semblait le plus facile à l'époque. Donc, et j'ai eu mon bac. Et à la suite de mon bac, tout le monde s'attendait à ce que je parte dans de l'histoire, parce que c'était vraiment l'histoire qui m'avait permis d'avoir mon bac. J'ai failli le louper à cause de l'art, quand même, c'est quand même pas mal. Et moi, j'avais envie vraiment de créer quelque chose, d'être dans le concret, déjà d'entreprendre, en fait, déjà d'avoir mon propre projet. Et je venais d'arriver à Verdun, à l'époque, donc j'avais 18 ans, et j'étais allée à un salon des métiers qui avait ici, juste derrière, en fait. Et en faisant le tour des stands, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait la maréchalerie. Donc, c'est-à-dire ferrer les chevaux. Donc, je ne montais pas à cheval, je ne monte toujours pas à cheval, j'ai pas de famille dans les chevaux, je suis pas du tout dans ce milieu-là. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a une formation là-dessus à Verdun, c'est vraiment acquérir un savoir-faire. Donc, je me suis lancée là-dedans. Alors maintenant les choses ont un peu évolué, mais je parle de ça donc il y a 20 ans maintenant, il y avait très peu de filles qui allaient dans ce genre de milieu-là aussi. J'avais 20 ans et j'étais avec des gens qui sortaient de 3e, donc c'était assez étrange. Et j'ai passé mon BEP, donc à l'époque en 2 ans, donc à l'EP et l'agro à Verdun, et je me suis installée donc à l'époque en tant qu'indépendante pendant 2 ans. Les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré mon mari qui travaillait sur Lyon. Et voyant que de son côté, il n'y avait pas moyen qu'il puisse revenir par son boulot, moi j'ai fermé mon entreprise et je suis descendue sur Lyon. Donc ça a été ma première expérience dans l'entrepreneuriat, pour le coup, où j'ai découvert un peu les subtilités et la difficulté en fait d'entreprendre seul. Et puis par la suite, j'ai eu une période où j'ai fait des boulots alimentaires, je n'avais pas trop de projets, je ne savais pas trop vers quoi me réorienter. Et puis à la naissance de ma fille, donc en 2012, je me suis dit que j'allais mettre à profit ce temps-là pour trouver ce que j'avais vraiment envie de faire. Et puis c'est une amie à moi qui est illustratrice, qui était à l'époque illustratrice pour enfants, qui m'a dit mais tu devrais montrer ce que tu fais un petit peu sur les réseaux. C'était encore l'époque où on pouvait encore démarrer sur les réseaux, parce que maintenant ça devient compliqué avec les algorithmes. Et j'ai commencé comme ça, vraiment, c'est pour ça dans le titre, j'ai dit voilà, j'ai démarré sans business plan, j'ai démarré en montrant un peu mon travail, et puis j'ai commencé à avoir une commande, 2 commandes, des gens qui me demandaient est-ce que tu peux me dessiner ça, et puis je me suis dit bon, il y a quelque chose à creuser, et puis j'ai réinvesti chaque truc que j'avais là-dedans, jusqu'à aujourd'hui, ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc au final, vous n'avez pas toujours dessiné? Alors j'ai toujours dessiné, mais pas de manière professionnelle. Alors c'est très très cliché ce que je vais dire, mais j'ai dessiné dans les marges, à l'école, voilà. C'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins intéressé, mais j'avais pas du tout l'idée qu'on puisse en vivre. Mais Voilà. alors justement, quel a été le déclic entre on dessine dans la marge et on se dit tiens, ça va être mon travail principal qui va être mes revenus principaux? Je pense que ça a été vraiment un essai au début. Je me suis dit, bon, je vais montrer un peu sortir mes dessins de mon tiroir. Et puis le fait que j'ai, à l'époque, 1 ou 2 personnes, alors c'était des montants extraordinaires, hein, c'est-à-dire que j'ai vendu des premiers dessins à 20 €, c'était extraordinaire pour moi. Le fait que je me rende compte qu'il y a une demande, je me suis dit, tiens, en fait, peut-être que si j'en fais plusieurs, ça serait pas mal et tout. Donc, j'ai fait ma première centaine d'euros, c'était merveilleux. Puis après, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être moyen d'en faire un vrai travail. Et j'y suis vraiment allée petit à petit, progressivement, en fait. Puis vous avez ouvert votre boutique. Ça C'est aussi, ça. c'est un accomplissement. Ouais, alors ça, c'était un peu un rêve de petite fille.
on joue à la marchande, tout ça. Je m'étais dit, tiens, ce serait sympa d'avoir une boutique. Je n'étais pas spécialement dans le côté illustration, mais je voulais un coin à moi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allée sur Lyon, donc j'ai créé mon illustration sur Lyon, j'ai démarré à Lyon, et puis il s'est trouvé que mon mari a pris sa retraite de l'armée à l'époque, et on avait le choix de pouvoir revenir où on voulait en France. Donc on a choisi de revenir autour de Verdun, parce que moi j'aime beaucoup la Meuse, lui aussi du coup. Et quand je suis arrivée ici, c'était en 2014, que je suis revenue, donc moi je ne connaissais plus personne en Meuse, hein, j'étais partie pendant 4 ans. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai commencé à faire des expos et tout ça, et je me suis dit que ça serait sympa d'ouvrir effectivement une boutique pour que les gens me retrouvent en dehors des expos. Et j'ai ouvert la boutique en 2015, je crois, à Verdun. Mais quand on n'a pas l'âme d'un entrepreneur, je parle notamment pour nos spectateurs, ça doit être très compliqué, tout ce qui est démarche, les papiers, on n'apprend pas cela tout seul. Je sais que vous êtes autodidacte, mais il faut quand même faire des formations, non ? Alors maintenant, il y a des formations obligatoires, je sais, pour ce qui est auto-entrepreneur, mais bon, c'est très généraliste, hein, c'est vraiment... Le truc, c'est que c'est adapté à tous ceux qui vont ouvrir une entreprise, donc on va avoir aussi bien de la gestion de salariés, qui par exemple moi ne me concerne pas. Donc c'est... Évidemment, on a une époque où maintenant on peut aller chercher l'information. C'est pour ça que je peux comparer avec quand j'ai monté mon entreprise de maréchalerie à l'époque, donc il y a 20 ans, et aujourd'hui, donc il y a 20 ans, je n'allais pas demander à Google quand je ne connaissais pas quelque chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dont je me sers dans mon activité, que ce soit en communication, en marketing, qui me sont accessibles en vidéo, en extrait de PDF, en livre, en cours, en ligne. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je pense que le souci aujourd'hui, c'est qu'on cherche à trop... Enfin, on étouffe peut-être les gens qui ont des projets en leur disant comment tu vas faire, quelles sont les démarches que tu vas faire, etc. Et quand on a un projet entrepreneurial, on ne l'a pas forcément au début, ce mode d'emploi. Mais il vient, comme il est venu pour moi, en accomplissant un pas après l'autre. Et on se rend compte, à chaque fois, on prend un peu plus... On commence à comprendre progressivement les choses. Et c'est vrai que c'était un piège de vouloir justement au début tout... on se dit, ok, j'ai fait un business plan, je sais exactement où je vais, j'ai tout qui est prévu. Mais ça se passe jamais comme on a prévu, jamais. Et puis finalement, s'inscrire aujourd'hui, c'est simple avec Internet, mais c'est la suite qui est plus compliquée. Ouais, s'inscrire, c'est pas le plus difficile. Ouais. Ouais, le statut d'auto-entrepreneur là-dessus, c'est fabuleux. Parce que moi qui ai connu les deux, quand je me suis installée en tant que maréchal ferrant, il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur. C'était en 2007. Voilà, c'est ça. Et donc, il fallait s'inscrire en chambre des commerces et tout ça. Quand on a 20 ans, justement, on n'est pas trop armé par rapport à ça. On a peur de faire une connerie aussi. J'ai envie de dire, c'est un peu comme la différence entre un pacte et un mariage, quelque part. Le pacte, c'est très simple, ça se dissout très facilement. Quand on crée une vraie entreprise, on a des charges qui tombent, même si on ne fait pas de chiffres. C'est vachement intimidant. Aujourd'hui, on a la possibilité, l'auto-entreprise, c'est vite fait. Et ça permet d'essayer. C'est ça qui est génial. On essaye, on voit si ça marche, si on a envie, si ça nous plaît, quoi. Mais devenir entrepreneur, vous parliez de boutique, c'est forcément des risques, des investissements, et mentalement plus compliqué. Alors, je sais que c'est ce qu'on pense habituellement, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que le principal risque dans la vie, c'est pas d'entreprendre, c'est de faire un truc qui ne nous plaît pas. Parce que je me dis, il y a des gens, ils ont l'impression que c'est plus sûr de faire un travail salarié. Si ça leur convient et s'ils s'éclatent, c'est très bien. Mais s'ils sont dans quelque chose qui se disent je garde la sécurité, mais en fait c'est une sécurité qui est vachement relative. Parce qu'ils peuvent très bien se faire licencier, la boîte peut couler, il peut y avoir une restructuration, enfin je veux dire, c'est très illusoire. Alors que moi, je veux dire, si à un moment donné je vois que c'est plus compliqué, je peux chercher d'autres pistes, je peux me défendre. Quand on est salarié, c'est vrai que c'est complexe, parce que s'il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas entièrement maître en fait, de sa destinée. Donc ça demande un investissement. En fait, être entrepreneur, c'est être responsable aussi de ce qui nous arrive. C'est un choix de vie. Voilà, c'est ça. Ça loupe, c'est ma faute. Ça réussit, je peux me dire que je suis contente, quoi. Voilà. Et alors, à quoi ressemblent vos journées d'entrepreneur ? C'est-à-dire, alors vous êtes illustratrice, c'est-à-dire que le matin vous faites vos dessins, l'après-midi les papiers. Gérer le côté entrepreneur, ça se passe comment ? Alors, moi, alors ça c'était ce que je faisais au début, c'est-à-dire au début je gérais l'illustration et un peu le papier, un peu je faisais moitié-moitié. Il se trouve que je suis quelqu'un qui aime bien faire de multiples choses. Donc je suis élue aussi dans mon village, donc je suis maire de mon petit village et je viens de reprendre des études en même temps là depuis une semaine. Donc mon quotidien n'est pas très régulier, on va dire. Donc j'organise mon temps entre effectivement dessiner,
tout ce qui est gestion administrative derrière au niveau de l'entrepreneuriat, et ça c'est quand même une grande partie aussi du quotidien. Et puis j'ai tout ce qui est à part, donc, mon travail d'élu, qui doit se mettre entre les... Bien Donc sûr. avant j'avais des journées assez régulières en tant qu'illustratrice. Quand j'ai eu ma boutique, c'était très régulier, j'avais des horaires, etc. Maintenant, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça laisse une grande part à pouvoir organiser sa vie comme on veut. C'est quelque chose que je ne reviendrai pas en arrière pour là-dessus. Je donne un exemple tout simple. Bon, il neige de moins en moins chez nous. Hein. Il neige un mercredi après-midi. J'arrête ce que je fais. Je vais faire un bonhomme de neige avec ma fille. Ça va durer 3 heures. Le soir, il n'y aura plus de neige. Et je travaillerai le soir. C'est pas grave. Donc, le fait de pouvoir organiser sa vie comme on l'entend, c'est le truc vraiment le plus important. Mais vous dites que c'est irrégulier, ça l'est aussi par rapport aux clients, par rapport à vos commandes, et ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Alors, le maîtriser, non, mais le provoquer, oui. C'est-à-dire que... Alors, moi, mon travail, il a beaucoup évolué. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, comme je disais au début, je travaillais uniquement sur Facebook. Donc, j'avais beaucoup de clients en particulier qui me demandaient une image pour un anniversaire. Donc, c'était que des petites images. Et maintenant, aujourd'hui, je me suis recentrée, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais à la suite du Covid, je travaille vraiment sur un sujet qui me branche, qui me botte vraiment, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, je travaille pour des musées, pour de l'édition. Donc c'est des clients plus réguliers. Alors, pas forcément plus réguliers, mais ce sont des clients sur des plus gros projets. Donc pendant 2 semaines, je vais travailler sur une série d'images. J'ai plus du tout la même organisation qu'au début là-dessus, quoi. Vous arrivez à concilier artistes et entrepreneurs. Souvent, on a souvent eu tendance à dire, bah voilà, un artiste, c'est pas un entrepreneur. Ouais. Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Alors, quand j'ai commencé, on m'a dit ah, mais ce que tu fais, c'est très commercial. Alors, alors c'est dit comme une insulte, hein, c'est comme quelque chose de négatif. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Commercial, ça veut dire que je vends mon travail et que j'en vis. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Donc, je me suis assez battue contre cette notion de séparer l'art de ce qui doit être rentable, entre guillemets. Je me souviens, j'avais participé à Verdun à des réunions à l'époque, il y a 5-6 ans, sur la création possible d'un tiers-lieu, donc il y a longtemps. Et on avait fait des groupes de réflexion et ils avaient dit, voilà, les artistes, vous allez sur cette table-là, et puis les entrepreneurs sur l'autre table. Donc on a toujours cette notion, l'artiste est déconnecté, celui qui crée, que ce soit un musicien, un dessinateur, un photographe, il crée, c'est tout ce qui l'intéresse. Et après, il y a la personne qui est commerciale, hein, et c'est négatif. Alors que moi, je pense vraiment que on peut tout à fait concilier les deux, et justement, il faut concilier les deux. C'est une expertise, c'est un travail, donc pour moi, c'est pas un problème de faire du commercial à partir du moment où on le fait de manière où on est correct avec son client, on fait quelque chose de propre et qui vaut le coup, quoi. Vous me disiez hors antenne qu'on vous a parfois fait des réflexions en disant c'est pas un vrai métier, c'est une passion. Au final, faire des dessins, c'est pas un vrai métier. Et Ouais. pourtant, si. En fait, il y a le vrai métier, c'est celui qui comble un manque, tout simplement un besoin. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'un métier, c'était un truc qui est répertorié à l'ONICEP, avec des vraies formations et des vrais diplômes. Et puis, dans un bouquin, à un moment donné, j'ai lu un truc que je trouvais très intéressant. Un métier, c'est quoi? C'est quelque chose donc pour lequel il y a une demande et pour lequel on peut avoir une compétence. S'il y a une demande et qu'on a une compétence pour répondre à cette demande, on peut en faire son métier. En fait, c'est tout simple. Et je vais donner un exemple. Alors, j'ai découvert ça avant hier, donc on n'a pas discuté. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Bon, tout le monde connaît Snoop Dogg. Oui, le rappeur. Voilà. Snoop Dogg aux États-Unis, il a embauché un gars qui lui roule ses joints, parce que c'est autorisé maintenant dans certains contextes. Son travail, c'est ça. Et il avait expliqué, il dit, si vous avez une compétence et que j'ai besoin de cette compétence, je peux vous embaucher. Je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que, après tout, on a des métiers qui sont déterminés dans des listes, mais si on a une expertise ou si on est bon dans un domaine et qu'il y a un besoin dans cette expertise et dans ce domaine-là, au final... Mais j'avais beaucoup de réflexions au début où on me disait, de toute façon, tu vas pas te faire payer, tu aimes bien dessiner, quoi. Mais on peut tout à fait faire un métier passion qui nous plaît et puis avoir envie de vivre correctement. C'est une passion aussi. rémunérée. Mais tout à fait, tout à fait. Autodidacte, donc ce n'est pas vous n'avez pas fait de formation d'illustratrice, Ouais. vous vous êtes formé sur le tas. Est-ce que parfois on vous le reproche? Non.
C'est vrai que c'est quelque chose. Alors, j'ai souvent des gens qui veulent se lancer dans l'illustration, qui viennent me poser des questions ou qui veulent être illustrateurs eux-mêmes et qui viennent, ils me disent bah, alors voilà, quelle formation tu me conseilles Comment est-ce que. Voilà, parce que j'ai peur d'après de ne pas être crédible auprès de mes clients. Moi, ça va faire 10 ans l'année prochaine que je fais ça. Donc là, je travaille avec des gros clients maintenant. J'ai des gros musées, musées nationaux, etc. Je travaille pour le ministère de l'Intérieur, je travaille pour des musées sur Paris, des fondations. Jamais, et quand je dis vraiment, c'est pas une façon de parler, je n'ai jamais eu un client qui m'a demandé mon CV. Jamais. Ils me demandent mon book. Si ce que je fais leur plaît, ça leur suffit. Ça m'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un, ils me demandent par curiosité, ils vont me dire bah tiens, qu'est-ce que vous avez fait comme parcours, voilà. Mais c'est jamais un critère. Et c'est vrai qu'il y a une bagarre actuellement et des écoles qui sont très très chères, hein, où on dit bah tiens, si t'as pas fait telle école, tu peux pas y arriver. Non, non. Ce qu'il faut, c'est avoir amené sur le marché quelque chose qui est différent, qui est différenciant. Si ce qu'on fait, personne d'autre le fait, qu'on ait fait une école ou pas, c'est pas important. On parle de tout ce côté positif, mais forcément, quand on est entrepreneur, il y a les échecs. Oui, tout à fait. Parfois, vous me parliez d'un vernissage il y a quelques années où vous vous retrouvez seul. Comment on vit un échec quand on est entrepreneur, qu'on est seul? Bah, mal au début. Oui, bah, ça c'était. J'en ai eu plusieurs, mais celui-là, c'est vrai qu'il était quand même assez gratiné. J'avais une exposition à Bourges, donc en plus j'avais fait la route pour aller à Bourges. J'avais un lieu sympa, j'accroche mes toiles, on m'avait dit qu'on m'avait fait de la communication, tout ça. Et puis je paye moi-même mon vernissage, comme ça se fait souvent, on nous donne la salle et nous on paye notre vernissage. J'installe mes tables, tout ça. Et je n'ai eu personne, mais absolument personne à mon vernissage. Donc, à la rigueur, je priais pour qu'il n'y ait pas une personne qui rentre, parce que je me suis dit, s'il y a une personne qui rentre, ça va être compliqué. Et donc, j'ai attendu 1 heure, et puis j'ai remballé tous mes trucs, et je suis partie discrètement. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est facile. C'est à un moment donné où on se dit, mais en fait, ce que je fais, quel est le sens vraiment derrière ce que je fais parce que... Et puis, on se dit, bon... Une phrase qui m'a beaucoup aidé à tenir, et je pense qu'il peut aider beaucoup d'entrepreneurs, bon, c'est vraiment de se dire... j'ai pas fait tout ce chemin-là pour m'arrêter à cause d'un truc, quoi. C'est-à-dire de temps en temps regarder en arrière, me dire mais je me suis loupé sur un truc, mais tout ce que j'ai fait avant, je recommence et puis je recommence mieux. Mais forcément, il y a des remises en question. Complètement. Ah oui, oui. Et puis là, c'est un truc qui pour moi est extrêmement important. Si on est mal entouré, et je parle vraiment du cercle proche. Moi, je pense à mon mari, par exemple. Si mon mari m'avait pas soutenu dans les choix que j'ai faits, ça ferait longtemps que je ferais autre chose. Parce qu'il y a des moments où c'est très très dur, où financièrement c'est très dur. Moi, pendant 4 ans, les 4 premières années, alors la première année, je la compte pas parce que je m'étais mis à mi-temps, donc c'était pas vraiment une inquiétude. Mais les 4 années suivantes, où je me suis vraiment lancée entre guillemets sans filet, parce que j'avais pas droit au chômage, j'avais droit à rien, donc je me suis vraiment lancée. Il fallait que ça marche. C'est des moments qui sont très très durs au niveau du stress. J'avais 1 semaine de visibilité, c'est-à-dire que j'avais 3 commandes. Je savais comment je faisais mes courses à la fin de la semaine, mais la semaine d'après, je ne savais pas si j'allais y arriver. Et il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, bon, j'arrête mes âneries, je prends mon tas de trucs, là, je vais les mettre dans la cheminée et je vais me trouver un boulot salarié et j'arrête, quoi. Et à ce moment-là, si on n'est pas entouré, qu'on n'a pas quelqu'un qui nous dit, mais non, tu vas y arriver, qui nous aide à repartir... et ça, je pense, c'est vraiment valable pour tous les entrepreneurs. Si derrière, on a quelqu'un qui ne croit pas en nous, parce qu'on va forcément avoir des moments où ça va être dur, forcément, nous, on va moins croire en nous-mêmes, c'est obligé. Et si on a quelqu'un derrière qui lui dit, bah, tu vois, ça montre bien que ton truc, bon, écoute, arrête tes trucs. S'il y a quelqu'un qui n'est pas supportif derrière, c'est vraiment... J'admire, il y a des gens qui y arrivent. Ils arrivent à tenir malgré un entourage qui ne les supporte pas. Je leur tire mon chapeau, parce que c'est vraiment très compliqué, je pense. On parle des coups de mou, forcément, on pense à la crise sanitaire, la crise du Covid 2020 et qui a duré très longtemps. Comment on gère ce genre de situation? Forcément, il y a un risque de ne pas se relever. Alors, là-dessus, je suis très très contente d'être en France. Il faut vraiment être honnête. Moi, la première semaine du confinement, alors moi, à l'époque, je commence à travailler pour des musées, pour de l'événementiel, pour du culturel, donc le tiercé gagnant. La première semaine, j'ai que des mails ou des appels qui me disent on reporte, on annule, on reporte, on annule. Donc moi, j'avais à l'époque, ça commençait à être un peu mieux, j'avais à peu près 2 mois de boulot assuré. Je me retrouve en 1 semaine avec absolument plus rien. Donc j'en suis, on est le 15 mars, enfin dans ces eaux-là, je me dis en avril, je ne sais pas comment je paye mon loyer, je ne sais pas comment je mange. Donc on se retrouve au bord de l'abîme.
Et en tant qu'entrepreneur, on prévoit beaucoup de choses, on sait qu'on peut... Mais quand une vague comme ça nous arrive, c'est tellement inattendu que c'est très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que très honnêtement, on a été vraiment énormément aidés. Nous là-dessus, tout de suite, il y a eu des aides qui ont été mises en place. Moi, j'ai touché on a touché les max on avait 1 500 € par mois en fait, sur la première année, parce que tous les salons étaient fermés, tous les musées étaient fermés, donc tout a été mis en stand-by. Et moi, c'est vraiment cette aide-là qui m'a permis de tenir et d'attendre que les choses repartent. Mais clairement, j'aurais été dans un autre pays. Je pense qu'on aurait été énormément dans la culture à pas repartir, quoi. Ou à repartir avec énormément de difficultés. Vous me disiez que votre façon de travailler a énormément été modifiée justement depuis 2020. Ouais. Disons qu'avant, j'étais dans une course. Moi, j'avais pas pris de vacances depuis 2014. Voilà, pas pris de vacances, j'exagère peut-être un peu. Je prenais 3 ou 4 jours tous les 6 mois, mais bon, ça c'était fabuleux. Et je bossais les week-ends, je bossais les soirs, enfin, je bossais en continu. Après, on aime ce qu'on fait, c'est un choix, je me plains pas. Mais j'étais dans une course, comme je disais tout à l'heure, à la semaine, au mois, donc je suis toujours dans la recherche d'un nouveau contrat, de nouvelles choses. Donc, à un moment donné, on court, on s'arrête plus et on regarde plus vraiment la direction dans laquelle on va. Et puis arrive ce confinement, une absence complète de travail en fait. Et là, vraiment, je me suis dit, il faut que je suis stoppée quand ça va repartir, parce que à un moment donné, je me suis dit, ça va repartir à un moment donné. Je pensais que ça repartirait plus vite, mais bon, voilà. Vers où je veux repartir? Est-ce que je veux repartir dans la même façon que j'avais de travailler, ou est-ce que je veux justement modifier ça? Et c'est là où je me suis dit, moi j'ai toujours été passionnée d'histoire. Avant 2020, je travaillais sur tous les sujets qu'on me proposait. Je me suis dit, une fois que ça va repartir, je vais vraiment me concentrer uniquement et me spécialiser dans ces domaines-là. Et je m'y suis tenue. Alors ça a été un peu chaotique au début, et maintenant, je ne vais pas dire, je suis très contente que le Covid soit arrivé, n'exagérons pas, mais ça a été bénéfique. Enfin, je pense qu'après, toute crise peut être bénéfique si on arrive à en voir le côté aujourd'hui, positif. vous ne travaillez plus pour des particuliers? Alors, je n'ai plus beaucoup de temps de travailler pour les particuliers, déjà. Je vois Lorraine là-bas, parce que je travaille un petit peu pour le Répar Café, voilà, quand j'ai un peu le temps. Aujourd'hui, vraiment, j'ai énormément de travail. Je commence à être bien demandée après tout ce qui est musée, et ce sont des images qui me prennent beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est une évolution, mais qui me plaît bien, parce que c'est des sujets hyper intéressants. Je travaille avec des historiens, je travaille pour des beaux projets qui vont être visibles dans des musées, etc. Donc c'est une fierté aussi, quoi. On a justement derrière sur l'écran la possibilité de voir vos œuvres. Justement, on peut vous retrouver sur votre site internet, c'est redpalm.com. C'est ça. Voilà, on affiche à l'écran vos dessins. Aujourd'hui, vous travaillez un petit peu partout en France. Ça n'existe plus, les expositions. Vous arrivez et vous êtes seul. Vous sentez que vous avez quand même passé une étape? Je pense que ça peut encore arriver. Je ne peux pas exagérer à dire que je suis assez connue pour avoir du monde à chaque fois. Mais c'est moins grave, parce que je ne le prends pas... J'ai moins d'occasions déjà, parce que je fais moins d'expositions. Et au fil du temps, on a les épaules un peu plus solides? Ouais, puis on se dit, c'est pas grave. On ne le prend pas personnellement, parce qu'on sait que... Avec le temps, le fait que je sais que j'ai des gens qui aiment mon travail et qui sont demandeurs par rapport à mon travail, si à un moment donné j'ai des critiques ou des gens qui aiment moins, ça fait partie de la vie. Je préfère avoir des gens qui aiment pas et des gens qui aiment. Si tout le monde aime bien, c'est bizarre. Souvent, c'est qu'on n'apporte pas quelque chose d'assez différent, en fait. Je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, si des fois ça plaît moins, ça m'arrive encore. Je vais proposer mon travail à un client ou être recommandé par quelqu'un, puis la personne me dit finalement, c'est pas trop mon truc. C'est pas grave. C'est moins grave qu'avant. Pour conclure, pour les futurs entrepreneurs qui nous regardent peut-être aujourd'hui en podcast, quels sont le conseil que vous donneriez à un jeune qui a envie d'entreprendre, qui se pose beaucoup de questions, qui hésite? Qu'est-ce que vous lui dites? Il faut qu'il y aille, déjà, en première chose. Alors, surtout s'il est jeune. S'il est jeune et c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais profiter du moment où il peut encore être, par exemple, chez ses parents, c'est là il faut... Enfin, franchement, c'est une chance extraordinaire. Moi, j'ai dû me lancer alors que j'étais déjà indépendante, j'avais une fille, etc. C'était plus compliqué, mais c'est faisable aussi. Mais quand on est jeune, on a 18 ans, 19 ans, on veut se lancer dans un truc, il ne faut pas se laisser bouffer par le pourquoi. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a changé énormément de choses pour moi. C'est-à-dire qu'on me disait, mais comment? Le comment, il faut trouver sur le pourquoi,
pourquoi j'ai envie de faire ça, mais il ne faut pas se laisser attraper par le comment. Comment je vais faire, et si j'ai pas ça, puis comment je vais faire, puis c'est pas grave du tout. On fait étape par étape, on essaie de faire au mieux, on apprend. Et surtout un truc qui est important, c'est qu'il ne faut pas confondre, ça c'est très important, autodidacte et don. Parce que je vois aussi des gens, des fois, qui veulent se lancer, disent, bon, moi, j'arriverai à le faire, c'est pas la peine que je me forme. Autodidacte, ça veut pas dire que je suis pas allé lire des trucs, je suis pas allé apprendre, je suis pas écouter les conseils des gens. Mais il faut écouter les conseils des gens qui ont fait déjà ce qu'on veut faire. Pas écouter les conseils des gens qui n'ont jamais fait ce qu'on fait et qui nous disent, tu devrais faire ça. Bon, écoutez les conseils de gens qui font déjà ce que vous avez envie de faire dans la vie, quoi. Et suivez-les. Parce que c'est le plus important. En tout cas, vous avez le sourire de ces toujours. 10 ans d'expérience. Merci beaucoup, Red Palm, d'être venu nous présenter votre expérience dans l'entrepreneuriat. Et on retrouve bien évidemment sur votre site internet redpalm.com toutes vos œuvres. Et il y a plein de choses à aller voir. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Nous, on se retrouve demain dès 10h30 pour la suite des conférences depuis la Foire Expo de Verdun.